Dans la presse avec Hélène Frade. Rebonjour Hélène. À la une de la presse, justement, les accusations des États-Unis, les autorités américaines qui assurent que Cuba est en train de préparer une attaque de drone contre la base américaine de Guantanamo. Oui, selon le site américain Axios, qui dit avoir eu accès à des documents classifiés, la Havane aurait acquis plus de 300 drones militaires achetés à la Russie et à l'Iran pour cibler donc Guantanamo, effectivement, mais aussi des navires militaires américains et peut-être même Key West, c'est en Floride et c'est à quelques 150 km des côtes cubaines. Ces accusations, en tout cas, sont formellement démenties par le régime cubain. Granma, le quotidien officiel, cite le ministre des Affaires étrangères qui accuse, lui, les États-Unis de mener une campagne, je le cite, anti-cubaine visant à justifier une intervention militaire. Après la visite la semaine dernière du patron de la CIA à la Havane, ce dernier a présenté des exigences similaires à celles qu'il avait formulées auprès de Caracas en janvier dernier, dont notamment la menace de poursuite contre l'ancien président Raúl Castro. Et Le País, le journal espagnol, voit se profiler ici un scénario semblable à l'opération américaine au Venezuela, qui avait débouché, on le sait, sur la capture de Nicolas Maduro. The Guardian, le quotidien britannique, martèle, lui, que Cuba n'appartient pas au président Trump, mais aux Cubains, en rappelant que des responsables de son organisation avaient étudié il y a plusieurs années de cela des projets de construction d'hôtels et de golf à Cuba. Selon le quotidien, des investissements étrangers aux conditions de Washington profiteraient surtout en réalité aux entreprises américaines et à quelques fidèles du régime, et certainement pas à l'ensemble des Cubains. Les Cubains privés de tout, sauf de répression. Le Monde rapporte que la Havane a certes gracié en avril dernier quelques 2000 détenus pour donner effectivement des gages à Washington, mais que les bénéficiaires de cette mesure sont essentiellement des détenus de droit commun. Le pouvoir castriste continuant par ailleurs d'incarcérer les contestataires, ce qui porterait aujourd'hui le nombre de prisonniers politiques à 1260. C'est un record. On en vient, Hélène, à l'enrichissement personnel de Donald Trump et de ses proches. Une question qui continue à alimenter les doutes de la presse. Notamment du Figaro, qui rapporte que des élus démocrates ont calculé que la fortune nette du président américain a augmenté de 2,25 milliards de dollars en 16 mois. Un enrichissement sans précédent et fait quasi ouvertement, pendant que les républicains et la Cour suprême américaine regardent ailleurs. D'après le journal, Trump joue avec le feu et le Figaro n'écarte pas la possibilité, en cas de défaite aux élections de mi-mandat, que ces affaires entraînent une troisième procédure de destitution. Et là encore, c'est un record. En attendant, des sénateurs démocrates ont rejeté samedi le projet de loi pour financer les futures rénovations et la future salle pharaonique de bal de la Maison-Blanche à hauteur d'1 milliard de dollars. C'est un projet devenu, selon un élu démocrate cité par le Washington Post, le symbole d'une corruption plus généralisée. Un mot, Hélène, de cet appel qui émane du ministre français de la Justice. Il prône l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. Oui, dans un texte qui a été publié hier par la Tribune dimanche, Gérald Darmanin rappelle qu'un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle en moyenne toutes les 3 minutes ici en France. Il en appelle à une révolution culturelle pour protéger les mineurs, notamment donc en mettant fin au délai de prescription pour ces affaires. Cet appel est salué par les associations de victimes qui le jugent toutefois bien tardif. Et Mediapart rapporte que l'annonce a reçu un accueil plutôt mitigé du côté des magistrats français qui considèrent notamment que la justice, déjà sous l'eau, ne peut pas se payer le luxe, je cite, d'enquêter sur des affaires vieilles de 30 ans. La procureure de Paris, Laure Beccuo, s'est dit en revanche plutôt en faveur de ce principe. La magistrate David s'est aussi exprimée hier sur l'affaire Patrick Bruel, le chanteur qui est accusé de multiples agressions sexuelles. Elle a annoncé que les différentes procédures sur ces faits présumés seraient regroupées au parquet de Nanterre. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, l'artiste se défend toujours d'avoir jamais contraint qui que ce soit à des relations sexuelles forcées, y compris concernant l'animatrice Flavie Flament qui a déposé récemment une plainte pour viol contre lui. Selon elle, cette agression présumée se serait déroulée alors qu'elle était âgée de 16 ans seulement.
Et pour terminer cette revue de presse, direction Cannes, Hélène, où le festival est secoué par cette polémique autour de Vincent Bolloré. Oui, Nina Masson l'a évoqué à l'instant après la publication par Libération d'une tribune de près de 600 professionnels contre l'augmentation de la participation de Vincent Bolloré au capital du GC. Le patron de Canal+, qui est également propriétaire du milliardaire d'extrême droite, menace de ne plus financer les signataires de ce texte. Un dimanche de représailles, d'après Libé, en référence au film Un long dimanche de fiançailles. Le Libération qui se demande au passage si ce dernier festival de Cannes sera le dernier avant l'extrême droite, puisque nous serons en année d'élection présidentielle l'année prochaine. On ne sait pas encore qui sera le président ou la présidente en 2027 et on ne sait pas non plus, rapidement, avant de vous quitter David, qui sera le prochain James Bond, qui sera choisi donc pour remplacer, irremplaçable selon moi, Daniel Craig. Alors la directrice de casting a évoqué ses exigences auprès du site belge DH Sport. Le futur James Bond devra débordé de sex appeal, être suffisamment jeune pour incarner le personnage pendant 2 ou 3 films encore. Mais c'est tout vous, ça, David? Ah bah forcément. D'ailleurs, j'ai postulé au casting. Merci beaucoup,